Les hommes du FBI sont impayables. Laissez-moi deviner. Reste-les à glisser sur une peau de banane? Vous savez où le trouver? Je ne suis pas un distributeur de bonbons. Il ne suffit pas de tourner la poignée pour avoir une friandise. Dans cette vidéo, nous allons voir 7 stratégies d'éloquence utilisées par le brillant informateur Raymond Reddington de la série The Blacklist. Ces stratégies d'éloquence lui permettent d'obtenir ce qu'il veut des autres, d'esquiver des questions et de démontrer son pouvoir, même lorsque les personnes sont supérieures à lui. C'est parti, on commence. Dans le premier extrait, nous allons voir comment Reddington décrédibilise le lieutenant Baldwin qui témoigne contre lui au tribunal. Lieutenant Baldwin, j'échappe aux forces de police et de maintien de l'ordre public depuis bientôt 30 ans. Je suis l'homme le plus recherché au monde. Au moment de notre rencontre, je portais un pistolet Browning 9 mm semi-automatique avec une balle dans la chambre et le chien relevé. Vous espérez réellement que cette cour puisse croire qu'un marshmallow déguisé en patrouilleur de quartier, personnage comique, boudiné dans un uniforme trop petit, ait la possibilité de me rendre nerveux? Reddington réussit d'abord un bon contraste entre lui, grand criminel recherché par les plus grands, le FBI, la CIA, et le petit lieutenant de quartier qui témoigne contre lui. Reddington associe ensuite ce lieutenant à un marshmallow, à un personnage comique, à quelqu'un de boudiné. Donc on est clairement dans une attaque personnelle, frontale, pour lui faire perdre ses moyens. Objection! Retenu. Ah, vous trouvez ça marrant? Vous faites le malin, c'est ça? On va voir si vous êtes si malin que ça. Ça y est, le voilà. Le vrai visage du lieutenant Baldwin. Cette première stratégie porte un nom. On appelle ça de l'argument ad personam. En quoi ça consiste? C'est très simple. Ça consiste à ne pas chercher à réfuter une argumentation, mais on attaque directement la personne pour la décrédibiliser. Et donc, décrédibiliser toute son argumentation. C'est très pratique parce que ça économise d'avoir à argumenter sur le fond. Bien que risquée, cette stratégie peut être très efficace, car le fait de décrédibiliser la personne en face de soi et de la rendre méprisable aux yeux du public est un vrai moyen de l'emporter. La question qu'on peut se poser, c'est comment le lieutenant Baldwin aurait pu se défendre face à cette stratégie? Pour contrer ce stratagème, il y a principalement 2 démarches à entreprendre. La première, c'est la préparation, c'est-à-dire anticiper toutes les attaques possibles sur vous. La seconde, c'est de laisser votre adversaire vous attaquer en restant impassible, en gardant quand même à l'esprit qu'il est très difficile de tenir une colère dans la durée. Donc n'hésitez pas à intervenir après l'avoir laissé parler et à ce moment-là, vous pouvez très bien accuser votre adversaire d'avoir peur de parler du fond du débat, qu'il s'est perdu pour lui, en se concentrant sur des insultes ou des banalités. Une fois que vous l'avez dit, débattez sur le fond et attaquez-le sur des sujets sur lesquels vous êtes le plus fort et lui, le plus fragile. Maintenant, regardez dans la scène suivante comment il utilise l'argument ad personam pour esquiver une question. Cette femme, l'agent Keane, elle en valait vraiment la peine? Vous voilà sous les verrous. Le truc dans vos cheveux, ce ne serait pas de la gomina. Mon père aussi s'en tartinait tous les matins. La première chose que Raymond Reddington ne fait presque jamais, c'est répondre aux questions. Il a un modèle de communication qui consiste à ne jamais se justifier, ni à se mettre dans une position défensive face à des questions comme celle-ci. Il adopte une attitude indifférente et amusée. Il est complètement détaché du regard des autres. Et la stratégie qu'il utilise pour cela, c'est de ne pas répondre directement à la question, mais de décrire l'autre personne et d'en tirer des conclusions. En d'autres termes, il ne parle pas de lui, il ne parle pas de ses contacts, mais décrit ce que l'autre personne a dans les cheveux et ce qu'il y associe dans ses souvenirs dans le passé. Et il reste toujours complètement détendu, même quand on essaie de le déstabiliser, et il ne réagit jamais émotionnellement. Il montre à travers son éloquence qu'il a toujours un statut élevé, même lorsqu'il est derrière les barreaux. Et cela se traduit par un contact visuel fort et fixe avec le monde extérieur. J'espère que vous y laisserez votre peau. C'est la deuxième stratégie. Raymond Reddington établit un contact visuel fort et fixe lorsque les autres regardent ailleurs. Et beaucoup se demanderont, est-il logique d'établir un contact visuel aussi long lorsque les autres regardent ailleurs ?
Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, vous ne le voyez pas, mais vous avez peut-être déjà eu ce sentiment étrange, cette pensée ou cette impression que quelqu'un vous observe. Et puis, vous vous êtes retourné et vous aviez raison. Quelqu'un vous observait. En fait, nous sommes très réceptifs à des choses que nous ne pouvons pas voir directement parce que nous avons d'autres sens. Des choses que nous pouvons ressentir à travers notre peau, à travers nos neurones miroirs. Et quand vous établissez un contact visuel avec une forte intensité, comme le fait Reddington, les autres peuvent le ressentir très fortement. Maintenant, regardez dans la scène suivante comment il utilise une métaphore puissante pour esquiver une question. Pourquoi? Qu'est-ce que mon père vient faire là-dedans? Ce n'est qu'une pièce, une parmi d'autres d'un énorme puzzle. Tant que les pièces ne seront pas toutes rassemblées, nous serons dans le flou. C'est la troisième stratégie par laquelle Reddington maintient sa domination et son autorité. C'est l'utilisation de métaphores pour dissimuler des informations. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Il ne répond pas directement à la question, mais il utilise ici une métaphore sur les puzzles. Et les puzzles ne révèlent aucune information. C'est presque comme un sphinx qui contient plein de secrets, mais ne révèle rien du tout. En répondant de cette manière, cela semble très profond, et la plupart des gens vont avoir le sentiment que s'ils ne comprennent pas ou n'acceptent pas cette réponse maintenant, c'est comme s'ils ne comprenaient pas le tableau, le puzzle entier. Il s'agit d'une stratégie ciblée visant à dissimuler des informations. Pouvoir utiliser cette stratégie de Reddington, mais aussi pouvoir y réagir de manière ciblée, fera de vous un meilleur négociateur. Et vous pourrez apparaître beaucoup plus fort, dominant et souverain. Et cela nous amène à la quatrième stratégie. Regardez dans la scène suivante. Dans la série, Reddington utilise souvent sa connaissance comme levier d'influence. C'est à la portée de tous de se rappeler le nom d'un baron de la drogue colombien ou d'un homme politique à Paris. Mais moi, je sais comment s'appellent leurs femmes, leurs petites copines, leurs enfants, leurs ennemis, leurs amis. Je sais qui est leur barman préféré, leur boucher. Je me souviens du nom du boulanger à qui j'ai volé une part de tarte aux fraises à l'âge de 11 ans. Et je me souviens même du nom de sa femme. Raymond Reddington sait que l'influence est un jeu d'information. L'information est plus précieuse que jamais, surtout lorsque vous savez que d'autres personnes sont mal informées. Raymond sait très bien que le FBI se trompe parfois de nom, qu'il ne connaît pas les personnes qu'il faut, et qu'il échouera encore et encore s'il ne l'écoute pas. Il peut donc utiliser cette connaissance comme levier d'influence pour amener les autres à faire ce qu'il veut, car il leur fait comprendre qu'ils subiront un préjudice s'ils ne l'écoutent pas. Je suis prêt à vous écouter. Vous aviez tort. J'avais tort. Oui, vous aviez tort. La cinquième stratégie que Raymond Reddington maîtrise, c'est la domination du cadre de pouvoir. Pendant que Reddington est en captivité, d'autres tentent encore et encore de lui montrer qu'il leur est inférieur, qu'il est piégé, qu'il n'a aucune chance. Mais Reddington tourne ce soi-disant cadre de pouvoir, l'attitude, selon laquelle il est inférieur, toujours immédiatement à l'aide d'une phrase et montre aux autres qu'il est supérieur à eux. Et Raymond Reddington réussit à le faire entre autres en posant des questions qui font admettre aux autres des erreurs. Une autre technique très efficace pour garder le contrôle de la conversation avec les autres consiste à être d'accord avec eux, puis à les traîner dans votre propre cadre, comme une sorte de virage à 180 degrés. On n'est pas là pour lier connaissance. Je n'ai aucune envie de dîner avec vous. Ce n'est ni le lieu ni le moment. On passe voir votre contact. On lui demande le nom de la prochaine victime et on s'en va. C'est clair? Nous sommes parfaitement d'accord. Mais c'est un restaurant et il est l'heure de dîner. Dans cet extrait, Reddington utilise ce que l'on appelle la technique du recadrage. La personne en face de lui a un cadre, donc un point de vue sur la situation. Et Reddington va recadrer cette personne, lui faire changer son point de vue sur la situation. Reddington aurait pu également utiliser la technique de la redirection, qui est davantage offensive et agressive. Il ne s'agit pas ici de dévier ce que dit la personne, mais de lui remettre la pression directement. Par exemple, si Reddington avait utilisé la redirection, ça aurait donné « Dites-vous ce que vous voulez, mais vous êtes toujours là ». Une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire est de ne pas dire les choses vous-même, mais de laisser les autres admettre leurs erreurs, de les laisser arriver à leurs propres conclusions.
Reddington agit comme un marionnettiste qui contrôle la situation à tout moment. Et c'est ce que nous allons voir dans la stratégie suivante qui consiste à orienter les conversations en posant des questions pour que les autres arrivent eux-mêmes à leurs propres conclusions. Vous pensez encore comme un flic. Les flics sont des gens objectifs, ils sont obligés de suivre le protocole. Pensez par vous-même. Ça suffit. Tout ça est absurde. Zamani a été contaminé. La CIA dit qu'il est atteint du virus Nipah. Il est condamné, ce qui le rend dangereux. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il peut vouloir faire désespérément avant de mourir? Et quel lien cela a-t-il avec cette petite fille? Cette 6e stratégie se nomme la méthode socratique. Il s'agit là d'une stratégie qui ne se limite pas à une tournure de phrase spécifique que vous pouvez utiliser, mais qui consiste plutôt à suivre une feuille de route générale sur la manière dont vous pouvez faire concéder votre adversaire à votre conclusion. Dans l'idéal, vous appliquez cette stratégie sans que votre adversaire ne voie où vous allez, c'est-à-dire quelle conclusion vous essayez d'atteindre. Elle peut aider l'autre personne à voir votre point de vue sans le conflit. Supposons que votre petite amie soit en colère parce que vous êtes rentré tard un soir. Elle dit « Tu ne m'as pas appelé. Alors on est en train de draguer les filles au bar, c'est ça ?» Alors vous pouvez répondre « Non, je n'ai pas fait ça. » Cependant, cette réponse peut vous amener à vous disputer sans fin. Au lieu de cela, en utilisant des questions, vous pouvez diminuer l'agressivité du débat. Vous pouvez lui demander « Pourquoi tu es contrarié? Tu penses que je faisais quoi? Est-ce que c'est mon retard qui te dérange? Ou c'est parce que tu ne me fais pas confiance ?» Donc, rappelez-vous ces deux principes qui découlent des observations de la nature humaine. Premier principe, les gens détestent vraiment qu'on leur dise ce qu'ils doivent conclure ou croire. Deuxième principe, bien que les gens détestent qu'on leur dise ce qu'ils doivent conclure ou croire, ils croiront absolument ce qu'ils concluent eux-mêmes. Nous ne devons jamais forcer quelqu'un à accepter nos points de vue, nos croyances ou nos pensées. Nous devons les laisser arriver à leurs propres conclusions à travers des questions. Et en plus de ça, les gens seront beaucoup plus enclins à s'en tenir aux décisions qu'ils ont l'impression d'avoir prises. Passons maintenant à la 7e et dernière stratégie. Utilisez une communication très visuelle afin que les autres puissent imaginer immédiatement ce que vous dites. Non, je parle de criminels importants. Ceux que vous ne pouvez pas trouver parce que vous ne savez même pas qu'ils existent. Zamani n'était qu'un petit poisson. Moi, je chasse la baleine blanche. Et si vous voulez attraper les baleines de ma liste, vous devrez jouer selon mes règles. Mais pourquoi tu veux te faire ces mecs-là? C'est bon, t'es un gros poisson, toi t'as pas besoin de ça. Je ne suis pas un gros poisson, William. Je suis Moby Dick. Dans le premier extrait, Raymond se désigne indirectement comme Achab face au FBI. Achab, c'est le capitaine du roman Moby Dick. Dans ce livre, Achab est animé par un désir maniaque de chasser et de tuer la grande baleine blanche nommée Moby Dick. Et dans le deuxième extrait, Raymond se désigne comme Moby Dick au lieu d'Achab. D'une part, cette remarque a pour but de rappeler à son partenaire qu'il n'est pas n'importe quel poisson. Il est le plus grand de tous, une légende, et il fera tomber tous ceux qui tenteront de lui faire du mal. Pour résumer, Raymond se présente à la fois comme le chasseur et la bête. Il sait adapter son langage, donc utiliser les bonnes références face aux personnes devant lui. Par exemple, face au FBI, il se présentera comme Achab, le capitaine du roman Moby Dick, qui à la fois chasse et tue. Par contre, face à un partenaire de business, il se présentera comme Moby Dick, pas n'importe quel poisson, la plus grande baleine blanche qui existe, la légende. Ces histoires illustrent très émotionnellement et directement la valeur énorme qu'il a. Non seulement il dispose d'informations formidables pour le FBI, mais il sait comment communiquer sa valeur, ou mieux encore, comment laisser les autres l'exprimer. Si vous avez remarqué dans la série, Reddington fait souvent référence aux poissons pour illustrer le plus possible ses histoires, ses métaphores. Ces métaphores sur les poissons rentrent dans la catégorie des animaux. Les métaphores du règne animal sont les plus populaires parce que le comportement humain ressemble beaucoup au comportement animal. Il suffit d'être observateur ou de connaître le comportement des animaux et du règne animal. On pourrait donc classer les métaphores de Reddington sur les poissons dans 3 catégories. Première catégorie, il y a toujours un plus gros poisson que nous. Et qui est-ce? Je ne sais pas. Ce que je sais en revanche,
C'est qu'il a provoqué une réunion et tous les membres ont répondu présent. C'est donc un très gros poisson. Suivez ce poisson. Et c'est tout le banc que vous prendrez dans vos filets. Un criminel de la liste noire est qualifié de gros poisson par Reddington. En décrivant cette personne, donc Gregory DeVry comme gros poisson, on met aussi cette étiquette sur Reddington par extension. Deuxième catégorie, la reconnaissance par le poisson. Dans cette catégorie, Reddington raconte une histoire en faisant référence à la rascasse volante, une espèce de poisson très venimeux, pour exprimer son conflit intérieur. Un jour, je me suis retrouvé sur l'île de Koh Ri, en Thaïlande. Nous plongions en apnée dans la mer d'Andaman. J'avais de la fièvre, j'étais tombé malade. J'avais été piqué par une rascasse. Alors, je me suis déshydraté et j'ai souffert comme un damné. J'avais perdu toute notion de temps et d'espace. J'étais complètement désorienté. Un peu plus loin dans son histoire, il regarde Elisabeth et dit la chose suivante. Elle et sa tribu m'ont guéri, ils m'ont ramené à la vie, une renaissance. Quand j'ai quitté l'île, elle m'a embrassé. Son baiser m'a caressé comme un rayon de soleil. C'était... Alors je me suis dit que ça valait la peine d'avoir failli mourir. C'est ce que j'éprouve en ce moment. Il dit indirectement à Elisabeth que malgré toutes les douleurs et les épreuves qu'il a traversées et qu'il traversera à l'avenir, cela en vaut la peine à cause d'elle. Reddington nous peint une image assez cohérente de la façon dont il se voit. Le poisson hideux qui s'est adapté à l'obscurité qui l'entoure et y prospère. Et ce que Elisabeth est pour lui, un éclat de soleil et la chaleur qui pourrait avoir le pouvoir de le rendre moins hideux. Troisième catégorie, méfiez-vous des poissons. Dans cette catégorie, il fait référence à des poissons qui représentent une forme de danger. J'ai un nouveau nom à vous donner. Il se fait appeler le légiste. Je viens de récupérer ma fille. J'ai mon mari, ma famille. Le reste peut attendre. La rascasse volante. La rascasse volante. Un poisson vorace et agressif qui envahit peu à peu les écosystèmes locaux et menace leur équilibre. Il détruit tout sur son passage. Ça ne vous rappelle personne? Dans cet extrait, Reddington s'attache à assimiler une personne, ici Kirk, à la nature envahissante, agressive et destructrice de la rascasse volante. Pour résumer, le monde des poissons, qui offre un vaste choix de métaphores et d'histoires potentielles, s'accorde aussi parfaitement avec le fait que Raymond Reddington ait été officier de renseignement de la marine. Pour finir, avez-vous parfois du mal à trouver les bons mots lorsque vous parlez? Avez-vous déjà eu des difficultés à continuer ou à finir vos phrases? Vous bloquez facilement sur les mots quand on vous demande une information dans la rue et au travail? Vous vous retrouvez à combler vos phrases par des ou des e? Si aujourd'hui, vous souhaitez améliorer votre fluidité verbale pour ne plus chercher vos mots pendant 10 minutes, cliquez sur le lien en description pour avoir accès à 3 exercices 100% gratuits réunis dans une seule vidéo.